Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à une histoire assez folle, celle de l'un des réalisateurs les plus populaires du cinéma français, et pourtant l'un des plus méconnus. Un homme dont les films ont touché des générations entières, mais dont le nom, lui, est souvent resté dans l'ombre. Allez, c'est parti, on plonge dans son histoire. Alors, regardez bien ce chiffre, 91 584 693. C'est énorme, plus de 91 millions. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le nombre total d'entrées en salle en France pour les films d'un seul et même réalisateur. Oui, un seul. C'est un record absolu, hein. Ça fait de lui le champion, toute catégorie du box-office français. Du coup, la question est évidente. Mais qui est cet homme? Qui se cache derrière ce chiffre complètement dingue? Et surtout, pourquoi est-ce que son nom ne nous vient pas immédiatement à l'esprit alors qu'on connaît tous ses films et les stars qu'il a fait tourner? C'est ce petit mystère qu'on va essayer de percer ensemble aujourd'hui. Eh bien le voilà, cet homme, c'est Henri Verneuil, un véritable maître du cinéma populaire. Le genre de réalisateur qui a dirigé toutes les plus grandes stars françaises et qui a aligné les succès au box-office année après année. Mais ce qui est vraiment fascinant avec Verneuil, c'est le grand paradoxe de sa carrière. D'un côté, on a un succès public, mais immense, incontestable. Et de l'autre, le rejet, voire le mépris d'une bonne partie de la critique. Surtout les jeunes cinéastes de la nouvelle vague qui voyaient en lui le symbole de ce qu'ils appelaient le cinéma de papa. Un truc un peu vieillot, commercial, sans grande ambition artistique à leurs yeux. Ok, mais pour vraiment comprendre le cinéaste, pour comprendre ses films, il faut d'abord rencontrer l'homme. Et pour ça, il faut faire un petit voyage dans le temps, bien loin des studios de cinéma parisiens, pour découvrir ses véritables origines. Et là, son parcours est juste incroyable. Il faut s'imaginer, il ne s'appelle pas Henri Verneuil à la naissance, mais Ashod Malakian. Il naît dans l'Empire ottoman, fuit le génocide arménien avec sa famille. Il débarque à Marseille, il a à peine 4 ans. Il survit à tout ça, fait des études d'ingénieur, devient journaliste et finalement il se lance dans le cinéma. Et là, premier coup de génie, il arrive à convaincre la plus grande star de l'époque, Fernandel, de tourner dans son tout premier court-métrage. Rien que ça. C'est à ce moment-là qu'un changement majeur s'opère. Pour percer dans la France de l'après-guerre, eh bien, Ashod Malakian doit devenir Henri Verneuil. C'est plus qu'un simple changement de nom. C'est le symbole de son intégration, bien sûr, mais c'est aussi le début d'une toute nouvelle vie, d'une nouvelle identité. Et la façon dont il a choisi ce nom, c'est une anecdote assez géniale, qui en dit long sur le personnage. On lui demande un pseudo en signant un papier, il lève la tête, il voit une affiche pour la ville de Verneuil, et voilà, c'est fait. Le nom qui allait devenir une légende du cinéma français, choisi comme ça, en une seconde, de manière complètement improvisée. Un moment décisif, réglé en un clin d'œil. Allez, on avance dans le temps et on arrive à l'âge d'or, l'apogée de sa carrière. C'est la période où Henri Verneuil devient le réalisateur, l'incontournable, celui que toutes les superstars françaises veulent pour leur prochain film. Et le film qui va tout changer, qui va le propulser sur la scène internationale, c'est celui-là. La vache et le prisonnier. Un carton, mais un carton monumental. Un triomphe absolu en France et partout dans le monde. À partir de là, c'est clair, Verneuil, c'est le monsieur, très grand succès populaire. Et ce qui est fou, c'est que son nom devient une sorte de label, une garantie de succès. Du coup, il attire les plus grands. Tous les acteurs les plus emblématiques de l'époque veulent tourner avec lui. Il faut dire qu'il a ce don, ce talent unique pour diriger ces monstres sacrés, comme on dit, et surtout pour les faire jouer ensemble dans des films qui, aujourd'hui, sont de véritables classiques. Prenez Un singe en hiver, par exemple. Quel film! Un face-à-face de légende. D'un côté, la force tranquille, le patriarche, Jean Gabin. De l'autre, la jeunesse, l'énergie pure, Jean-Paul Belmondo au sommet de son art. Vous mettez là-dessus des dialogues signés Audiard et la caméra de Verneuil, eh bien, vous avez la recette d'un chef-d'œuvre. Et il ne s'arrête pas là. L'année d'après, rebelote. Cette fois, il associe Gabin à l'autre monstre sacré de la nouvelle génération, Alain Delon. Et avec Mélodie en sous-sol, un film de braquage super classe, très inspiré du cinéma américain, il confirme son statut. C'est le roi des grosses productions, à la fois efficaces et pleines de style. Et puis arrive Le Clan des Siciliens. Ah là, c'est le coup de maître. Le sommet. Réunir sur la même affiche Jean Gabin, Alain Delon et Lino Ventura. C'était juste impensable à l'époque. C'était l'événement de l'année. Forcément, le film est en succès colossal et c'est devenu un classique absolu du polar à la française. Mais c'est justement là, alors qu'il est au sommet, qu'il est le roi du box-office, que Verneuil va faire quelque chose de complètement inattendu. Il va surprendre tout le monde.
Il met de côté les films de gangsters et les grosses comédies pour explorer des sujets beaucoup plus sombres, plus personnels et même plus politiques. Le meilleur exemple de ce virage, c'est I comme Icare. On est à 1000 lieues de ses films précédents. C'est un thriller politique vraiment glaçant, paranoïaque, qui s'inspire directement de l'assassinat de Kennedy. Il y explore les rouages du pouvoir, la manipulation, la soumission à l'autorité. C'est un film exigeant, et pourtant ça a été un énorme succès, critique et public. La preuve qu'il était capable de bien plus que ce que l'on pensait. Et puis, vers la fin de sa vie, le grand réalisateur Henri Verneuil va laisser place à l'homme, à Ashod Malakian. Avec le film Meyrig, qui veut dire maman en arménien, il adapte son propre roman. Il raconte son histoire, celle de sa famille, le génocide, l'arrivée en France. C'est de loin son film le plus personnel, le plus touchant. Un retour à ses racines absolument bouleversant. Alors, au final, comment on résume une carrière pareille? C'est l'histoire du roi du box-office, longtemps snobé par une certaine élite intellectuelle, qui a fini par recevoir les honneurs des institutions qui, pendant des années, l'avaient un peu regardé de haut. Cette reconnaissance, elle est arrivée tard, c'est vrai, mais elle a été totale. Bon, il y a eu une nomination aux Oscars assez tôt dans sa carrière, mais après ça, il a fallu attendre 1996 pour qu'il reçoive enfin un César d'honneur pour l'ensemble de son travail. Et la consécration ultime, c'est son élection à l'Académie des Beaux-Arts en 2000. La boucle était bouclée. Et pour finir, revenons aux chiffres parce qu'ils sont quand même impressionnants. On boucle la boucle avec le début de notre histoire. Regardez ces entrées. Ces films ne sont pas juste des succès, ce sont des monuments de la culture populaire française. Des films que des millions de gens ont vus et qu'on continue de regarder encore et encore. Il y a une phrase de sa fille, Sophie, qui résume tout. Elle a dit de lui, il disait toujours « Je suis arménien, mais plus français que moi, tu meurs ». C'est exactement ça. Cette phrase capture parfaitement la double identité de cet homme. Il y avait toujours en lui l'enfant réfugié, Ashod Malakian, qui n'a jamais oublié ses origines. Et en même temps, il y avait le grand cinéaste français, Henri Verneuil, qui a profondément marqué notre cinéma. Et on va se quitter sur une question que toute la carrière de Verneuil nous pousse à nous poser. Finalement, qu'est-ce qui mesure la grandeur d'un cinéaste ? Est-ce que c'est le succès populaire, les millions et les millions de spectateurs qui aiment ses films ? Ou est-ce que c'est l'approbation de la critique ? Son histoire nous force à y réfléchir. Et cette réponse, chacun peut avoir la sienne.